C'était censé être un après-midi décontracté, des hamburgers, de la citronnade, des chaises pliantes sur une pelouse qui sentait encore le paillis frais. Un barbecue dans le jardin, rien d'extraordinaire. Le genre de journée où l'on arrive avec un pack de 6 bières et repart avec des piqûres de moustiques et des coups de soleil. Je ne m'attendais à rien de dramatique. J'étais venu pour soutenir, pour être présent, peut-être pour retourner quelques hot dogs, rire avec les enfants, disparaître dans le décor comme je le fais d'habitude. Je n'essayais pas de faire une déclaration, juste d'être là. Puis, grand-mère a parlé, fort, joyeusement, comme si elle portait un toast. Ton prêt automobile est maintenant entièrement remboursé. 12 000 $, ce n'est pas une blague, mais tu le vaux bien. Les rires autour de la table ne se sont pas arrêtés, ils se sont interrompus. J'ai cligné des yeux. Grand-mère, je n'ai même pas de voiture. Silence. Elle a semblé confuse, puis a jeté un regard à sa gauche, juste une lueur de panique. Et à ce moment précis, ma sœur est entrée, brandissant un nouveau jeu de clés comme si elle avait gagné à la loterie. Le porte-clés pendait, chromé et rouge. Elle a souri comme si elle n'avait rien entendu. Personne n'a dit un mot. Ni ma mère, qui était en train de couper de la pastèque, ni mon père, qui fixait son assiette comme si elle contenait des réponses, pas même mon cousin Andrew, qui plaisantait toujours sur tout. Tout le monde a simplement bougé sur sa chaise. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas un accident. Je n'étais pas censé savoir. Je n'étais pas censé demander. Ils avaient ouvert le compte à mon nom sans me consulter, et ils ne pensaient pas que je le remarquerais. Ou alors, ils pensaient que j'allais l'avaler comme toujours, sourire, hocher la tête, dire « je suis content qu'elle soit heureuse » et donner encore plus. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas confronté. Je suis juste resté là, la peau qui picotait sous le soleil d'été, et je me suis rassis comme si de rien n'était. 2 heures plus tard, alors que tout le monde était à l'intérieur en train de rire devant un TikTok sur la grande télévision que j'avais acheté à Noël dernier, j'ai ouvert l'application de prêt sur mon téléphone. Approuvé, 12 000 $. Validé à mon nom. Je n'ai pas dit un mot. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma mâchoire ne s'est pas crispée. J'ai juste fermé l'application, vérifié la date et fait une capture d'écran de la page d'approbation. Quand j'ai levé les yeux, grand-mère marchait vers moi, sans sourire cette fois. Elle ne m'a pas regardé, a juste fouillé dans son sac à main et en a sorti un épais dossier jaune. Elle l'a fait glisser sur la table sans un mot, sans un regard. À l'intérieur, des impressions, des contrats, des papiers du concessionnaire. Tout était signé par moi. Sauf que je n'avais jamais rien signé. Cette nuit-là, à 2h03 du matin, mon téléphone s'est illuminé de notifications, 13 messages, 5 appels manqués et un message vocal de ma sœur qui commençait par « S'il te plaît, ne fais rien de fou, d'accord ?» Je n'ai pas répondu. J'avais déjà fait quelque chose de bien pire que fou. J'étais devenu silencieux. Le dossier est resté sur mon comptoir de cuisine pendant 3 jours. Je n'y ai pas touché, pas au début. Je l'ai juste laissé là comme une relique maudite, me défiant de l'ouvrir à nouveau. Et la 3e nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, je l'ai finalement fait. C'est alors que le schéma est devenu clair. Ce n'était pas seulement la voiture. C'était la facture de service public de l'automne dernier, celle que ma mère avait qualifiée de probablement un bug quand j'avais demandé pourquoi j'avais été facturé 2 fois. C'était le 2e service de streaming que mon père ne savait pas que je payais encore, même si j'avais supprimé leur profil des mois auparavant. C'était la compte de 500 $ pour l'école du fils de ma sœur, nécessaire juste temporairement, sauf qu'ils ne m'ont jamais remboursé, n'en ont même jamais reparlé. J'ai retracé les dates, aligné les frais. Chaque faveur est devenue un précédent. Chaque dollar que je couvrais est devenu une attente. Et chaque silence, chaque fois que je ne résistais pas, est devenu une permission. Je n'étais pas de la famille, j'étais le financement. Je me suis senti utilisé, financièrement, émotionnellement. Et le pire ? Il le savait. Le dossier de grand-mère contenait les preuves, au sens propre comme au figuré, des impressions du concessionnaire, des plans d'assurance, mes informations financières. Des pages et des pages d'actions audacieuses menées avec une confiance volée et une familiarité contrefaite. J'ai tourné jusqu'à la dernière feuille et j'ai vu ma propre signature, photocopiée d'un ancien document que j'avais signé pour un stage d'été, grossièrement décalqué sur un contrat de financement. Il n'avait même pas essayé de le cacher. Car pourquoi l'aurait-il fait ? J'étais le fiable, le silencieux,
celui qui ne fera pas de scène. Les flashbacks sont arrivés comme un feu de forêt. L'anniversaire auquel je n'ai pas été invité parce que la table ne pouvait accueillir que 10 personnes, mais mon relevé bancaire montrait une charge de 6 cents pour le traiteur. Le mariage où j'ai payé pour les arrangements floraux et n'était pas mentionné dans le programme. Les vacances de groupe où j'ai couvert la location Airbnb et reçu un message de remerciement destiné à quelqu'un d'autre. Chaque souvenir s'est réorganisé dans ma tête, non pas comme des insultes isolées mais comme des points de données dans une longue et silencieuse trahison. Il ne m'aimait pas moins, il me valorisait simplement plus pour ce que je donnais que pour qui j'étais. Et je les ai laissés faire. Je les ai laissés me dire que j'avais de la chance d'être inclus. Je les ai laissés rire quand je proposais d'aider parce qu'aider était la seule façon qu'ils connaissaient de m'accepter. Mais maintenant, la vérité était là, sur papier. Ils avaient dépensé 12 000 $ à mon nom, acheté une voiture, donné les clés à ma sœur, et souri à travers tout cela comme si c'était une bénédiction, car ils supposaient que je ferais ce que je faisais toujours, payer, disparaître, et attendre une miette de gratitude qui n'arrivait jamais. Mais cette fois, ils avaient mal calculé. Cette fois, j'avais cligné des yeux et tout vu. Cette nuit-là, je me suis connecté à chaque compte bancaire que je possédais, j'ai changé chaque mot de passe, gelé chaque paiement automatique et demandé mon rapport de crédit. Puis, j'ai appelé le concessionnaire. Bonjour, ai-je dit. Je pense qu'une voiture a été achetée à mon nom sans mon consentement. Le type au téléphone est devenu silencieux, puis a demandé, votre nom est-il Kevin? J'ai dit, oui. Et il a soupiré. Je me doutais que vous appelleriez, a dit le représentant du concessionnaire. Sa voix avait ce calme de service client, mais la tension sous-jacente me disait tout. Il savait. Pas les détails, pas encore, mais il avait vu le genre de désastre qui se présente sous l'apparence de signature familiale. Techniquement, vous êtes le propriétaire officiel, a-t-il ajouté. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste fixé le dossier que grand-mère avait fait glisser sur la table comme un verdict de tribunal. Je n'avais pas dormi. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma mâchoire ne s'est pas crispée. Mais tout en moi était devenu acéré comme un rasoir. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais un levier. Et j'en avais fini de jouer au silencieux. Vous allez récupérer la voiture ce soir, ai-je dit. Pause. Oui, monsieur. Je lance la procédure de saisie maintenant. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pendant les 7 heures suivantes, je suis devenu ce qu'il craignait le plus, celui qui était silencieux et qui a finalement fait du bruit. Phase 1, récupérer les frontières. D'abord, les comptes. Netflix, parti. Tous les profils effacés, même celui de divertissement familial avec l'émission préférée de grand-mère en favori. Spotify Premium, rétrogradé à la version gratuite. 5 personnes découvrant soudain ce que sont les publicités. Amazon Prime, révoqué. Plus de livraisons gratuites pour les cadeaux d'anniversaire qu'ils ne m'ont jamais envoyés. Gestionnaire de mots de passe, réinitialisé. Chaque identifiant partagé disparu. Accès à la maison intelligente, je l'ai construit, je l'ai démantelé. Thermostat verrouillé, caméra hors ligne, le Wi-Fi débranché de ma console professionnelle. Stockage en nuage, annulé. Les photos de sauvegarde, les documents, les fichiers partagés ont disparu dans le vide qu'ils supposaient permanent. Mon téléphone s'est illuminé en quelques heures. Maman, il y a un problème avec le Wi-Fi. Papa, le thermostat s'est réinitialisé. Sœur, pourquoi l'application de la caméra dit appareil non autorisé? Je n'ai pas répondu. Je ne faisais que commencer. Phase 2, l'extraction financière. Leur prêt hypothécaire. Je l'avais co-signé. C'était temporaire, avait-il dit, juste le temps que les choses se stabilisent. Elles ne se sont jamais stabilisées. Car pourquoi l'aurait-elle fait quand j'étais le tampon? Je me suis connecté au portail du prêteur et j'ai entamé le processus pour me retirer du prêt. Cela a déclenché un examen automatique. La banque m'a appelé dans l'heure. Je crains qu'il ne soit pas éligible sans vous, a dit le représentant. Bien, ai-je répondu. Le représentant n'a pas argumenté. 2 jours plus tard, la banque a envoyé par courriel une estimation de prémise à jour. Leur mensualité allait presque doubler si je partais. C'était soit refinancer, soit perdre la maison. Je ne leur ai pas dit. Laissez-les ouvrir ce courriel au petit déjeuner. Laissez-les essayer de m'appeler quand le tampon ne tamponnera plus.
Phase 3, l'audit des actifs. J'ai creusé plus profondément, au-delà des abonnements et des factures. J'ai trouvé l'ancien bail de l'unité de stockage que je payais, celle qui contenait la moitié des objets de famille. J'ai trouvé l'assurance professionnelle pour leur bureau à domicile à mon nom. J'ai trouvé le compte d'hébergement du site de photos de famille qu'ils utilisaient à chaque fête. Je l'ai supprimé. J'ai retrouvé l'enregistrement du nom de domaine de la petite activité annexe de préparation de déclaration fiscale de mon père. Devinez qui a payé le renouvellement pendant les 6 dernières années? Je l'ai transféré à un registraire privé et l'ai verrouillé. Ensuite, j'ai appelé le fournisseur du logiciel de comptabilité et j'ai révoqué leur licence. Leurs dossiers fiscaux, plus accessibles. Leur renouvellement automatique, annulé. Je ne volais rien. Je le récupérais. Phase 4, l'arrêt du système. À l'époque où j'ai lancé mon entreprise, une firme d'informatique full stack et d'infrastructure back-end, je leur avais donné accès aux mêmes outils que mes clients professionnels utilisaient, protection par pare-feu, optimisation du réseau, sauvegarde cryptée. Ils pensaient que je ne faisais que aider. Ils n'ont jamais lu les documents. Je me suis connecté au back-end et j'ai reclassé les 2 comptes, celui de l'entreprise de mes parents et celui de la clinique de mon oncle de famille, accès gratuit à résilier. Le système a programmé une désactivation complète. J'ai laissé une note sur leur tableau de bord administratif, cette infrastructure a été maintenue sans frais depuis 2016. À compter de ce jour, tous les services sont révoqués. Pas d'émotion. Pas d'avertissement. Juste une rupture numérique. À 18h12, mon oncle a laissé un message vocal qui était moitié confusion, moitié panique. Nous ne pouvons pas nous connecter. Nos fichiers ont disparu. As-tu été piraté? Appelle-moi dès que possible. Je ne l'ai pas fait. À 18h45, un message de mon père, tu es allé trop loin. Il ne s'agit pas seulement de la voiture. Non, il ne s'agissait pas de ça. Il ne s'est jamais agi de ça. Phase 5, l'exposition stratégique. J'avais encore les captures d'écran, les formulaires du concessionnaire avec ma fausse signature, l'approbation du prêt, le dossier de grand-mère. Je les ai compilés en un seul fichier PDF, horodaté, organisé, factuel. Puis, je l'ai envoyé à 3 personnes, le comptable de ma famille, un enquêteur en fraude que je connaissais d'un ancien client, et mon avocat. À 21h, j'avais un plan en marche. La voiture, saisie. La fraude, signalée. Mes liens financiers, rompus. Leur infrastructure, hors ligne. Leur secret, documenté. Et le coup de grâce, le silence. Je n'ai pas crié, pas posté, pas appelé personne. Parce que le silence n'était pas une retraite. C'était un verdict. À minuit, mon téléphone avait 112 appels manqués. 13 de ma sœur. 21 de mon père. 2 messages vocaux de grand-mère, un en larmes, un en colère. Mais je n'ai pas écouté. Je savais ce qu'ils allaient dire, tu déchires cette famille. Non. C'était eux qui la déchiraient. J'ai simplement arrêté de recoller les morceaux. Ils n'ont pas appelé pour s'excuser. Ils ne le font jamais. Ils ont appelé pour contrôler, pour manipuler, pour me rappeler que j'étais l'un des leurs, même après tout ce qu'ils avaient fait. La nuit où la voiture a été saisie, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Il s'est allumé comme si une bombe avait explosé dans un groupe de discussion que je n'avais pas demandé à rejoindre. Ma sœur a été la première, ils ont dit que la voiture est partie. Que as-tu fait? Puis ma mère, s'il te plaît, appelle. Nous ne comprenons pas pourquoi tu fais ça. Puis mon père, c'est puéril. Tu te mets dans l'embarras. Je n'ai pas répondu. Il n'était pas confus. Il réalisait qu'ils étaient allés trop loin, et il ne le supportait pas. À 2h36 du matin, un autre appel est arrivé. Ma sœur encore, en pleurs. Ils ont dit qu'il pourrait y avoir des poursuites. Je ne savais pas qu'ils la prendraient. Je pensais que tu arrangerais ça. J'ai mis fin à l'appel sans un mot. Parce que c'était le cœur du problème, ils n'ont jamais cru que ce que je faisais avait un poids réel, de vraies dents. Ils pensaient qu'ils pouvaient me voler, mentir, falsifier, et que je raccommoderais tout comme je le faisais toujours. Pas cette fois. Le lendemain matin, le désespoir a muté en quelque chose de plus sombre. Ma tante a posté sur Facebook, c'est déchirant quand la famille se retourne contre vous, mais la vérité finit toujours par éclater. Nous avons des preuves.
Des preuves. C'est ainsi qu'il considérait les documents, même si je ne les avais jamais signés. De faux comptes, une piste de dette qui menait directement à moi. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence faire ce que les mots n'avaient jamais pu faire. Mais ensuite, les textos se sont transformés en diffamation pure et simple. Tu as toujours voulu de l'attention. Tu l'as enfin obtenu. Tu as détruit la vie de ta sœur pour un malentendu. Nous nous sommes occupés de toi quand personne d'autre ne le voulait. Ce n'est pas la justice. C'est de la cruauté. Tu penses que ça te rend fort? Ça te rend seul. Ils ont essayé tous les angles, la culpabilité, la honte, la manipulation, même la pitié. Ils ont tiré tous les leviers sauf celui qui comptait, la responsabilité. Et quand cela n'a pas fonctionné, ils se sont présentés à ma porte. Sans prévenir, sans rendez-vous. Juste des poings qui martelaient et des voix fortes devant mon appartement. Parle-nous. Tu es toujours notre fils. Et puis mon père, tu le regretteras. Tu reviens toujours. Attends juste de voir. Je n'ai pas ouvert la porte. Je ne m'en suis même pas approché. Ils n'étaient pas là pour une résolution. Ils étaient là pour le contrôle, pour un retour au statu quo où je restais silencieux et où ils restaient à l'aise. Cette nuit-là, j'ai reçu un courriel de ma mère. Objet, tu as fait valoir ton point de vue. Le corps du message disait, nous contactons un avocat. Ce n'était pas de la fraude, c'était une affaire de famille. Si tu continues à nous harceler, nous engagerons des poursuites judiciaires. Ils pensaient pouvoir inverser les rôles. Que c'était moi qui avais franchi la ligne. Que le fait de déposer une plainte pour fraude pour quelque chose qu'ils avaient réellement fait faisait de moi l'agresseur. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai fait quelque chose de pire. Je suis resté avec ça. Les laisser sentir le vide, l'absence de celui qui arrangeait tout, le trou laissé quand le fiable a cessé de répondre aux appels. Et ça a marché. Le lendemain, le ton a changé. S'il te plaît, parle-nous. Tu as fait valoir ton point de vue. Nous nous effondrons ici. Nous ne pensions pas que ça irait aussi loin. Puis ma sœur à nouveau, je ne savais pas ce qu'il faisait. Je pensais juste que tu serais d'accord. Mais elle le savait. Ils le savaient tous. Ils comptaient sur mon silence, et quand ils l'ont perdu, ils ont perdu leur bouclier. J'ai rencontré mon avocat cette semaine-là. Je lui ai tout montré, le contrat du concessionnaire, les documents falsifiés, les journaux d'appel, les captures d'écran. Voulez-vous porter plainte, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Préparez juste tout au cas où il le ferait. Bonne stratégie, a-t-il répondu. Ils ne s'y attendront pas. Il avait raison. Parce que ce qu'ils attendaient, toujours, c'était la soumission. Un soupir, un hochement de tête passif, un murmure de « c'est bon ». Pas cette fois. Je ne criais pas. Je ne les supprimais pas de ma vie en claquant la porte de manière dramatique. Je faisais quelque chose de beaucoup plus silencieux. Je les laissais s'effondrer d'eux-mêmes. Ce week-end-là, ma sœur m'a de nouveau envoyé un texto. Une seule ligne, tu as fini? Parce que je suis sur le point de tout perdre. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai tapé non, et je l'ai effacé. Non pas parce que j'avais changé d'avis, mais parce que j'ai réalisé quelque chose de plus terrifiant que n'importe quelle réponse que je pourrais envoyer, le fait que je n'avais plus rien à dire. Ce n'était pas des représailles. C'était de la responsabilité. Et c'était permanent. Je ne prévoyais pas de rendre cela public, au début. Le silence semblait plus propre, plus froid, plus chirurgical. Mais ensuite, ils ont commencé à parler. Pas seulement dans des messages, pas seulement dans mon dos. Ils ont rendu l'affaire publique les premiers. Ma sœur a posté sur Instagram un selfie à la lumière douce, le mascara coulant à cause des larmes, avec la légende « C'est dur quand les personnes que tu pensais être tes pour toujours se révèlent être ta leçon ». Reconnaissante pour ceux qui sont encore là. 200 mentions j'aime en moins d'une heure. Des commentaires pleins de cœur et de sympathie. Des amis se taguant les uns les autres, des messages privés qui fusaient, la famille qui repartageait ça comme l'évangile. Et j'ai vu l'histoire se former, que j'étais l'instable, le dramatique, le frère amer qui a craqué et a tout gâché. Le type qui a repris une voiture comme si c'était un jouet et a laissé sa petite sœur en plan, qui a piraté le Wi-Fi de la maison, coupé Netflix et pris la famille en otage pour un malentendu. J'ai parcouru les commentaires, tu ne mérites pas ça.
Certaines personnes veulent juste le contrôle. Couper les ponts avec les personnes toxiques est difficile, mais nécessaire. Personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Personne n'a demandé. Et j'ai réalisé que si je ne disais rien bientôt, ils s'approprieraient l'histoire, la réécriraient entièrement en leur faveur. Alors j'ai construit la vérité. Pas une diatribe, pas une crise de nerfs. Un dossier. Des captures d'écran, des contrats, des journaux d'appel. L'approbation du concessionnaire avec la signature falsifiée. Les documents financiers du dossier de grand-mère. Des captures de discussions de groupe. Le courriel de la banque confirmant que mon nom avait été utilisé frauduleusement. Tout cela, une vérité vérifiée et horodatée. Puis j'ai écrit le post. Pas sur Facebook, pas sur Instagram. Sur LinkedIn. Parce que je le voulais là où ça comptait, dans le monde qui me connaissait comme calme, capable, posé. Le titre disait, quand la famille dépasse les limites, un fil de discussion préventive sur l'exploitation financière et l'usurpation d'identité. Puis j'ai raconté l'histoire. Pas émotionnellement, factuellement. Comment mon nom a été utilisé pour un prêt de 12 000 $ que je n'ai jamais approuvé. Comment la voiture a été offerte à quelqu'un d'autre. Comment la réponse n'a pas été des excuses, mais de la diffamation. Je n'ai pas cité de nom, mais tous ceux qui devaient savoir, savaient. À la fin de la journée, il avait plus de 30 000 vues. Puis sont venus les messages. Pas d'inconnus. De personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. D'anciens collègues, des camarades de classe, même une cousine que je n'avais pas vue depuis le lycée m'a envoyé un message, merci de l'avoir dit. Je pensais que j'étais le seul. Le deuxième jour, ma boîte de réception était inondée, mais pas seulement de soutien et d'histoire. Mon père a falsifié ma signature sur un prêt étudiant. Ma sœur a utilisé mon numéro de sécurité sociale pour demander une carte de crédit, elle me rejette toujours la faute. Ils appelaient ça VD. J'appelais ça une dette. Je n'avais pas lancé un mouvement, mais j'avais touché une corde sensible. Et ma famille? Ils ont remarqué. Vite. Ma mère m'a appelé 11 fois en une nuit. Pas de messages vocaux, juste des appels silencieux. Mon père a envoyé un courriel intitulé « Retire ça ». À l'intérieur, il disait « Tu mets tout le monde dans l'embarras. Si tu penses que diffuser nos affaires privées en ligne te donne l'air fort, tu as tort. Retire ça, ou il y aura des conséquences. » Il a signé de son nom complet, comme un étranger. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai épinglé le poste. Et puis j'ai envoyé le dossier PDF, celui avec toutes les preuves, à leur comptable familial, au cas où ils essaieraient de déclarer la voiture sur leurs impôts. J'ai joint un bref message, en cas de contrôle fiscal, veuillez noter que je n'ai pas autorisé ni initié cet achat. Plainte déposée pour utilisation financière abusive. Documentation jointe. Pas d'émotion, juste une protection de ma responsabilité. La même nuit, ma cousine Ellie a appelé. J'ai tout vu, a-t-elle dit, la voix tremblante. Puis elle a ajouté, tu dois savoir, ils disent que tu es dangereux. Que tu essaies de ruiner la famille exprès. Que tu as perdu la tête. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si prévisible. C'est ce que les gens disent quand le bouc émissaire brûle le masque. Mais Ellie n'avait pas fini. Il y a eu une réunion, a-t-elle chuchoté. Grand-mère, oncle Ray, maman, tout le monde. Ils se sont passés des impressions, de faux messages, que tu n'as pas envoyés. J'ai marqué une pause. Tu en es sûr? J'en ai vu un. Il disait que tu prévoyais de poursuivre tout le monde en justice, que tu constituais un fonds de vengeance pour nous faire tous tomber. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste remercié et j'ai fait une autre copie du dossier PDF. Cette fois avec une nouvelle étiquette, réponse préparée, défense de la réputation. Puis j'ai ouvert mes courriels et j'ai fait ce que j'évitais depuis des semaines. J'ai tout envoyé à mon avocat, tous les documents, le post LinkedIn, la diffamation, les menaces du groupe de discussion familiale, les captures d'écran qu'Ellie m'avait discrètement envoyées de la réunion. Il a répondu 10 minutes plus tard, parlons-en lundi. Mais pour information, ceci est déjà suffisant pour une plainte pour diffamation, fraude et une poursuite au civil. Je ne voulais pas de procès, mais je voulais être prêt. Parce que le pouvoir, le vrai pouvoir, ne réside pas seulement dans ce que vous dites. Il réside dans ce que vous pouvez prouver. Le lendemain matin, le masque s'était fissuré. Sévèrement.
Oncle Ray m'a envoyé un message, retire le poste. Tu humilies tes parents. Grand-mère, tu devrais avoir honte de nous traîner dans la boue en ligne comme ça. Ma sœur, une seule ligne, j'espère que ça en valait la peine. Et pour la première fois, j'ai répondu. J'ai tapé, ça n'en valait pas la peine. C'était nécessaire. Puis je l'ai bloqué. Non par colère, mais par paix. Parce que quand quelqu'un commet un vol d'identité émotionnelle, vous ne lui devez pas de conclusion. Vous devez la liberté. Je n'avais pas rendu cela public par vengeance. Je l'avais fait pour pouvoir respirer. Et quand j'ai finalement refermé le couvercle de mon ordinateur portable cette nuit-là, quelque chose m'a frappé. Ils n'étaient pas en colère parce que j'avais menti. Ils étaient furieux parce que j'avais dit la vérité, à voix haute, et maintenant tout le monde pouvait les voir sans le masque. Ils n'ont pas demandé pardon, ils ont demandé un accès. Ils ne sont pas venus pour faire la paix, ils sont venus pour récupérer une propriété. Ils pensaient qu'ils me possédaient encore. C'était un dimanche. Calme. Trop calme. Je buvais du café avec la fenêtre entr'ouverte, lisant des messages de soutien d'inconnus et d'amis lointains qui me voyaient maintenant pour qui j'étais vraiment, pas les gris, pas le problème, mais le survivant qui a cessé de survivre et a commencé à avancer. Et puis la sonnette a retenti. Je le savais avant de regarder. Maman. Papa. Ma sœur 3 pas derrière eux, portant des lunettes de soleil comme si le deuil était à la mode. Ils se tenaient là comme des missionnaires vendant la rédemption. Ma mère tenait quelque chose dans ses mains, une boîte. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Mon père a parlé le premier. Nous voulons juste parler. Je n'ai pas répondu. Ma mère a tendu la boîte comme une offrande de paix. C'est tout. Les reçus, le titre de propriété de la voiture, les fermetures de compte. Nous réparons les choses. Je les ai laissés parler. Les laisser dire les mots qu'ils pensaient pouvoir arranger les choses. Que j'avais toujours été aimé. Qu'ils ne savaient pas que je ressentais ça. Qu'ils étaient sous pression, qu'ils avaient paniqué, qu'ils ne le pensaient pas. Mais il se passe quelque chose de fou quand les gens comprennent enfin qu'ils ont perdu le contrôle, ils commencent à prétendre qu'ils ne l'ont jamais voulu en premier lieu. Ma sœur est restée silencieuse jusqu'à la toute fin, et puis, comme une horloge, elle a dit la phrase que je savais qu'elle allait dire. Nous étions une famille avant. Avant tout ça. Tout ça. Elle parlait de la vérité. Elle parlait de mes limites. Elle parlait de la partie où je refusais de financer son confort à nouveau. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi non pas pour les inviter à entrer, mais pour en finir. Dehors, j'ai regardé mon père et j'ai dit, tu n'as pas perdu une voiture. Tu as perdu le droit de demander. Je me suis tourné vers ma mère. Tu n'as pas perdu un fils. Tu as perdu ton bouclier silencieux. Puis j'ai fait face à ma sœur. J'ai dû redéfinir ce que je pouvais donner. Il se tenait là, attendant. Attendant la fissure, que la voix en moi se brise, que je dise, mais vous êtes toujours ma famille. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit, il n'y a pas de retour en arrière. Non pas parce que je vous déteste, mais parce que je m'aime enfin trop pour revenir en rampant dans cette cage. Ma mère a murmuré, alors c'est fini. J'ai hoché la tête. Pas de grand discours, pas d'adieu dramatique. Juste ça. Mon père m'a regardé comme si j'étais un étranger, et pour la première fois, il avait raison. Il ne connaissait pas la personne qui se tenait devant lui, parce que celle dont il se souvenait aurait payé le déjeuner après ça, se serait excusée d'avoir rendu les choses inconfortables, aurait proposé de les raccompagner à la maison. Je n'étais plus cette personne. Ils sont partis sans un autre mot. Pas de menaces, pas de larmes, juste le bruit de la portière de la voiture qui claque. Je ne les ai pas regardés s'éloigner, n'ai pas attendu qu'ils frappent une deuxième fois. Je me suis retourné, je suis rentré, je me suis assis à la table, j'ai fini mon café, et pour la première fois de toute ma vie, je n'ai pas eu le sentiment de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit.